Et voilà Sandy. Merci. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité dans ton émission. Merci pour ce moment. Partage. Et merci à toute l'équipe d'être venue dans ma maison me rencontrer. Merci Sandy. On a la joie de partager enfin ce moment de thé. Ce moment de thé. Allez, let's go. Il est bon. S'il est bon. J'apprendais qu'il y ait trop de thé vert, mais en fait il est bon. Il est très bon. Bonsoir Sandy. Bonsoir. Merci pour ce moment. Je suis trop heureuse. On a attendu toute la journée pour ce moment de bien-être, de retour au calme, de retour à l'essentiel. C'est de la magie, ce qui est en train de se passer. Je suis heureuse. T'es magnifique. Merci beaucoup. J'étais devant les yeux là, c'est magnifique, cette scène est magnifique. Écoute, c'est super. C'est super. Sandy, tu es connue sous le nom de Sandy Kelly. Oui. Est-ce que tu peux te présenter ce soir et nous dire qui tu es ? Alors, qui je suis, c'est un vaste, un vaste propos, mais je peux dire que je m'appelle Sandy Kelly. Je suis née d'une maman française savoyarde et d'un papa africain guinéen. Africain, tout nouvel africain, puisque l'indépendance n'a pas encore eu lieu quand j'ai été conçue et était là de fait quand je suis arrivée sur Terre. Voilà. J'ai 65 ans, je suis chanteuse, comédienne, ancienne danseuse et j'ai fait des études avant tout ça de parasitologie parce que je voulais changer le monde et je voulais surtout trouver le vaccin, on peut dire, d'une maladie qui s'appelle la drépanocytose, qui est une maladie de l'hémoglobine qui est très très courante en Afrique. Et je voulais absolument trouver le vaccin pour ça. Et donc j'ai fait des études de biochimie pour arriver finalement à faire de l'artistique. Magnifique. Magnifique carrière. Je précise à la communauté ce soir qu'on est chez Sandy, qui est en fin de vie et qui nous accueille ce soir dans un moment presque magistral, presque cinématographique. Voilà, Sandy a une énorme carrière, une carrière incroyable. Et puis il y avait une connexion depuis plusieurs mois avec un peu cette prévision de cette émission ce soir qui est en train de se préparer en coulisses depuis plusieurs mois. Et voilà, ce soir on se retrouve dans une forme de grande sérénité, mais aussi un peu touché par l'urgence de faire cette émission ensemble. Voilà. Et donc voilà, donc ce soir on se retrouve pour parler de la vie de Sandy et faire une rétrospective de tout ce qu'elle a vécu, parce que c'est un personnage exceptionnel. Et il y a beaucoup à en dire. Voilà. C'est gentil, merci. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Parce que tu as commencé au début dans la danse. Oui. J'ai commencé par la danse toute petite, à 5 ans. Et puis ensuite, je me suis spécialisée dans la danse classique quand je suis revenue en France, parce que j'ai eu une vie assez chaotique avec beaucoup de voyages, beaucoup de familles aussi, parce qu'on en parlera, mais j'ai eu des parents adoptifs, entre guillemets. Et j'ai donc commencé la danse avec eux, la danse africaine.
Et ensuite, je me suis tournée vers la danse classique quand je suis rentrée en France et je rêvais d'être petit rat de l'opéra. Ah, Alors ça, c'était mon rêve ton le rêve. plus ultime. Mm. C'était être petit rat de l'opéra. Et je me suis présentée parce que j'étais une assez bonne danseuse au vu de ma professeure de danse pour me présenter à l'audition. Malheureusement, à l'époque, le noir n'était pas la couleur du corps de ballet et j'ai été reçue par Claire Motte, qui à l'époque était directrice de l'opéra, et qui m'a dit: tu danses très bien, mais tu n'as pas les courbes ni la couleur qu'il faut pour devenir un Ah petit ouais? rat de l'opéra. Voilà. Ah, elle te l'a dit? Ah oui, mais moi j'ai trouvé ça merveilleux de sa part Oui, parce que elle a eu l'honnêteté. une grande humanité Mhm. et surtout bah, oui, du réalisme et puis de l'honnêteté. Mm. De l'honnêteté, on était dans les années 70, je dépareillais le corps de ballet. Mm. Hein, si on mettait une enfant noire, et ça peut se comprendre, on met quelque chose de noir au milieu de plein de choses blanches, on va regarder que le noir. Donc effectivement, Ça pouvait se comprendre. ça pouvait se comprendre, Voilà. parce qu'à Parce l'époque, que c'était c'était un quand même... standard. C'était un standard, voilà. C'était un standard, absolument. Et comme tous les standards, ça demande Ça demande du temps. du temps. Il y a Faut des gens accepter. magnifiques comme Elvin Ailey et d'autres compagnies qui ont même été un peu loin dans l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient que des noirs pour Contrebalancer pour contrebalancer. cette dynamique. Mais maintenant, ça y est, Dieu merci, ça se démocratise un peu plus à ce niveau-là et on arrive à trouver quelques personnes légèrement colorées, qui arrivent à rentrer dans le corps de ballet. Quand vous êtes soliste, c'est plus facile, mais quand vous êtes dans le corps de ballet, c'est Ouais, vrai bien que sûr. c'est plus difficile. Voilà. Et du coup, donc tu disais, tu voulais absolument devenir rat de l'opéra. Je voulais revenir rat d'opéra Donc- et quand cet examen s'est passé, j'ai dit je danserai quand même et je ferai autre chose. Et j'ai fait comme Nina Simone, c'est-à-dire que je suis partie, elle qui voulait être grande concertiste de classique et qui a été refusée aussi à cause de sa C'est couleur. ça. Et qui est partie après dans la soul, le jazz, etc. La musique, on va dire, populaire, Mhm. entre guillemets. Moi, j'ai fait pareil, je suis partie dans le modern jazz. Mhm. Voilà. Et là, j'ai démarré une petite carrière de danse qui s'est quand même terminée à Broadway Voilà. avec des petits rôles, ce qu'on appelle de swing, qui sont des rôles où on apprend en fait tous les rôles des gens et on intervient quand il manque quelqu'un. Voilà. Donc, T'as fait Cats j'ai fait Cats en tant que swing. en tant que Je n'ai jamais, malheureusement, joué un rôle pleinement joué un rôle complet. complet, ouais. Hein, mais j'ai eu la chance de monter 3 fois sur scène pour des tout petits rôles où il manquait un élément ou un élément était tombé au milieu du spectacle et c'était fait mal. Voilà. Mais c'était super intéressant parce que tu as visité plusieurs rôles. Oui, j'ai visité plusieurs rôles et puis c'était magnifique. C'était grandiose. C'était grandiose. Et comment du coup t'es partie de la danse et t'as atterri dans le chant? Alors, je souvent, on faisais de la découvre danse pas les deux. et du théâtre. Et je me suis très vite aperçue qu'en théâtre, il y avait que pour les gens de ma couleur, parce qu'on en revient toujours à ça dans les années 70-80, il n'y avait pas grand rôle pour nous. Hein, les rôles, ils n'existaient pas. Parce que les gens ne nous voyaient pas autrement qu'à travers notre couleur. Et d'ailleurs, il y a un comédien qui s'appelle Lucien Jean-Baptiste, qui est antillais et qui disait: moi, je n'ai jamais trouvé de rôle dans mon métier de comédien. Il a fallu que je crée mes rôles. C'est celui qui avait fait La Première Étoile. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film. Si, mais je trouve ça beau ce qu'il a dit. Voilà, j'ai créé mes rôles puisqu'ils n'existaient pas. Je les ai créés. Rôles. Voilà. Fabuleux. Et moi, j'ai fait un peu ça. J'ai créé ma compagnie. Et puis, j'ai été travailler avec une autre amie aussi. Et on a travaillé en compagnie comme ça pour faire de la danse. De là, je suis arrivée comédienne. Et je faisais de la comédie déjà. J'avais fait le cours Florent. Ça ne m'avait pas vraiment plu parce que j'ai trouvé très snob tous ces gens-là. Et je suis allée surtout m'initier chez
une personne qui s'appelait Darling Legitimus, qui était, je crois, la grand-mère, je ne voudrais pas dire de bêtises, ou la mère de Legitimus, de Pascal Legitimus. Voilà. Darling, il me semble que c'était sa grand-mère. D'accord. Hein, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas du tout. Mais vu l'âge que nous avons, ça voilà, semblerait être probable. Hein, voilà. Et donc, au Théâtre Noir, et elle avait un théâtre qui s'appelait le Théâtre Noir, et j'ai été à faire un peu mes classes là-bas, pas en tant que Sandy Kelly, mais avec mon vrai nom, que j'ai tué pendant longtemps. On en parlera, parce que Sandy Kelly est un pseudonyme que j'ai pris par obligation. Voilà. Ah oui. Tout le monde a cru que j'avais pris ça pour paraître américaine, pas du tout. J'ai pris ça parce que ma famille française, qui ne concevait pas déjà qu'il y ait une enfant noire dans sa famille, c'est pour ça que j'ai eu des parents adoptifs, avait décidé que je ne devais pas salir le nom que je portais dans le show business, et donc a demandé avec forte insistance à ma mère que je prenne un pseudonyme. Donc j'ai pris le nom que mon père voulait me donner avant sa disparition à la naissance. Voilà. Qui est un prénom du coup finalement que tu as fini par adopter aussi. Que j'ai adopté, oui, à mes 16 ans, que j'ai adopté définitivement. Voilà. Incroyable. Et donc je suis devenue comédienne comme ça, rôle pas intéressant, toujours pareil. Et c'était la grande mode des blacks dans le chant. Youpi, on y va. Donc, gospel, jazz, soul. Gospel, jazz, soul. J'ai tout essayé. Je suis arrivée, j'habitais la Côte d'Azur où j'étais danseuse encore, où je travaillais à la Victorine, dans les studios de la Victorine, en tant que danseuse. Et j'ai fait mes classes de chant aussi là-bas. Et voilà, je suis devenue chanteuse, d'abord dans les pianos-bars. Et ça, je trouve que c'est la plus belle école qui puisse exister, parce que... J'en doute pas. Oh là là. En plus, quand déjà, vous savez faire taire une salle qui n'est pas venue pour vous, vous savez ensuite chanter n'importe où. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé d'abord donc à faire du piano-bar, et ensuite, je suis montée à la Capitale. Et puis, je suis rentrée dans un groupe, on m'a dit, tu sais chanter de la soul? Ah oui, bien sûr, moi je chante de la soul depuis que je suis petite, il n'y a aucun problème. Et je me suis mis à chanter avec des super groupes, mais en yaourt. Parce que je maîtrisais pas la langue. C'est pas que je maîtrisais pas la langue, c'est que si je maîtrisais l'anglais, mais j'avais pas franchement envie de perdre mon temps. Ah ouais? Oui, j'avais des... Pour moi, c'était du travail pour manger. J'avais un enfant, il fallait que je mange. Il fallait que je donne à manger à mon enfant. J'étais seule et voilà, c'était du travail pour manger. Moi, je rêvais de composer. Voilà, composer, c'était mon rêve. Et c'est devenu réalité un peu plus tard. Voilà. Avant de devenir auteur, compositeur, interprète, tu as été choriste. Oui, on t'a connu jusqu'à la fin. Reconnu pour certaine place que tu as eue dans Bonnet M. Oui. Alors j'ai eu la chance de faire plusieurs personnalités. Ouais. Je crois que j'ai commencé avec un monsieur qui s'appelait Richard Anthony. Ah oui. Et qui chantait « J'entends siffler le train ». C'est lui, hein, c'est ça, Richard Anthony. Donc j'ai commencé comme choriste pour Richard Anthony sur la Côte d'Azur. Oui. Et puis ensuite, j'ai continué dans des pianos-bars où j'ai rencontré des gens absolument incroyables, comme Tina Turner, comme Lionel Richie, comme dans les endroits où je travaillais. Ouais. Et qui m'ont encouragée, qui m'ont dit si tu veux chanter, vas-y, chante. Je me souviens d'un soir où je travaillais dans un piano-bar, l'ancien Yacht Regency à Nice, et les musiciens du festival de jazz de Nice, de Cimier, étaient logés dans cet hôtel, et en compensation, ils devaient absolument faire une mini-passage dans le piano-bar de l'hôtel. Et on a eu la chance comme ça d'avoir Stevie Wonder, Quincy Jones,
C'est irréel. C'est irréel. Ce qui m'est arrivé, c'est irréel. Parce que c'est ça qui m'a donné envie de chanter vraiment. Parce que jusque-là, c'était vraiment de l'alimentaire. Et puis d'un coup, je me retrouve devant ces grandes stars. Ces grandes stars. George Benson. Oh, George Benson. mais c'est de lui que je parle. C'est à lui que je pensais George tout à l'heure Benson, avec Al Jarreau. voilà. George Benson. George Benson, Incroyable. c'est un monsieur qui... Je chantais sur 3, 4, 5 notes. Qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais ma fille, il faut y aller. Tu veux chanter, vas-y. » Magnifique. Et je me suis dit, si ce monsieur-là me dit ça, c'est qu'il faut que je travaille et que j'y aille. Et donc, j'y suis allée. Et voilà, c'est des gens que j'ai côtoyés 1 heure dans ma vie, mais qui m'ont nourri. Ouais. Qui m'ont nourri, voilà. Qui t'ont galvanisé. Qui m'ont galvanisé, absolument. Et je suis passée comme ça, de danse, qui était une passion, qui s'est mal terminée, à comédie, où les rôles n'étaient pas intéressants, pour arriver sur une nouvelle passion qui était le chant et qui est devenue une vraie passion. Et pour lequel tu avais une vraie prédisposition, du coup? Alors, je ne sais pas si j'avais une vraie prédisposition pour le chant, mais je sais pour que remarque ce talent? Je ne dirais pas qu'ils ont remarqué ce talent, je dirais qu'ils ont remarqué l'envie que j'avais. La folle envie que j'avais et l'énergie que j'avais, voilà. J'avais une énergie folle et j'avais envie de manger la scène par les 2 bouts, ça c'est le cas de le dire. Et j'avais comme cet avantage d'avoir été danseuse, et donc pour moi la scène c'était simple. Contrairement à la plupart de mes collègues chanteuses qui avaient une voix magnifique mais qui ne savaient pas forcément se tenir sur scène, moi, j'ai eu la chance, une prestance, voilà, d'avoir une tenue, ouais. Voilà, que je tenais de la danse, et qui fait que ça m'a permis de passer devant pas mal de mes collègues chanteuses sur certains plans, dont Bonnet M, parce que justement j'avais une prestance. Alors je tiens à préciser que Bonnet M, quand je l'ai fait, ça n'était plus l'équipe originale, c'était ça avait déjà muté. Ça avait déjà muté, voilà. Mais quand même, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui t'ont reconnu. Oui, c'est vrai. Parce que tu as marqué quand même le... Peut-être, je ne sais pas. C'était un quoi? C'était quoi? C'était 4? Oui, c'est ça. Oui. Et justement, le fait que tu sois comme ça, avec cette énergie incroyable, avec cette envie de chanter, avec du coup cette... alors ok, pas une selon tes dires, pas forcément une prédisposition. Oui. Bien qu'en écoutant tes sons, quand même, j'entends, moi, une voix un peu de velours, une voix qui enveloppe, qui est... t'as une vraie signature vocale quand tu chantes. Donc, J'espère que j'ai une signature vocale. Moi, je dis oui, mais comme tu me dis, il y a pas... Moi, je trouve que c'est quand même du talent. J'espère que j'ai ça. Oui, j'espère. Moi, je le valide. Quand j'entends ta voix, j'entends pas celle d'un autre, j'entends bien ta voix. On dit que la voix, ce que je disais aux garçons, on dit que la voix, c'est... quand tu commences à oser incarner pleinement ta voix, c'est la place que tu vas prendre dans le monde. Oui. C'est-à-dire que quand tu commences à prendre ta voix, tu prends une place dans le monde. Regarde mon chien où elle est venue se mettre. Oh, bichette. Oui. Du coup, ce que je veux dire, j'irais même plus loin que toi. La voix, c'est le reflet de l'âme. Hein, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, j'entends une voix, elle m'évoque fatalement des choses. Bien sûr. Sur la personne. On ne peut pas cacher. La musique qui est qui révèle. On ne peut pas cacher. On peut cacher beaucoup de choses en comédie. Beaucoup de choses. On peut prendre beaucoup d'états d'âme en comédie. En chant, si on veut être tant soit peu crédible, il faut être complètement sincère. Il faut être complètement habité par son morceau, même si ça fait 150 fois que tu le chantes. Il faut que tu racontes une nouvelle histoire au bout de la 151e fois. Tu vois, il faut... Et donc ça, c'est pas... ça peut pas se jouer. On peut jouer un rôle. Une chanson, pour moi, c'est plus dur. Ouais, mais de toute façon, je suis convaincue. On avait écrit sur un document, et je crois que tu viens de dire, c'est le miroir de l'âme. T'as bien dit ça? Oui. Voilà. On avait écrit, et si la musique... Ah, t'as dit le reflet. On avait dit, et si la musique était le miroir de l'âme? Et c'est vrai que c'est quand même évident. Alors, je m'excuse pour la cigarette, hein, mais... T'excuses pas? Je m'excuse pas. Voilà, je suis donc en fin de vie. Je vais partir
Demain, c'est pas prévu. Mais peut-être d'ici la fin du mois ou le mois prochain, on ne sait pas. Il y a 2 mois, on ne donnait pas cher de moi. Et puis maintenant, je suis toujours là et je suis là avec Il fallait que tu fasses cette toi. interview. Il fallait que je fasse cette T'es interview. belle. Putain, je te regarde comme ça. T'es belle. Et Il est beau ce moment. c'est pour dire que ce n'est que du CBD. Hein. Ne soyons pas Très honnêtement, prosélytistes. Voilà. on est entre nous. Voilà. Mais ça fait du bien pour les douleurs que je ressens actuellement, puisque j'ai un cancer du pancréas en phase terminale. Voilà. Comme ça, tout est dit. Une belle lutte. Une belle lutte, Parce oui. que pour Une en belle être là, lutte, maintenant, une belle lutte, oui. Une belle lutte. Là avec cette J'ai grâce. bien lutté pendant 1 an. Ouais. Et puis maintenant, je rends les armes. Je rends les armes parce que je suis extrêmement fatiguée. Ouais. Voilà. Mais avant de les rendre, ben voilà, je pense que il me manquait ça. Il me manquait cette émission, ce podcast. Je trouve que c'est une très, 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 très belle fin. Magnifique. Et en plus, tu disais que tu avais besoin de déposer toi aussi toute cette mémoire. Ouais. Que tu avais eu envie d'écrire un livre, que tu as commencé. Que j'ai commencé. Qui n'est pas abouti. Qui n'a pas abouti parce que c'était le livre de ma vie, d'enfant surtout. Et c'était le livre de ma famille, de ma vraie famille, de ma famille biologique, voilà, qui m'a donc rejeté, oui, c'est le mot, qui m'a rejeté et qui a fait de ma vie un désastre, il faut le dire, pendant 55 ans, qui a fait de ma vie un désastre, et puis la vie m'a offert d'autres choses qui m'ont permis d'être dans la résilience. Et je pense que maintenant, cette émission est possible, ou ce livre est possible si j'ai le temps de le terminer, parce que justement, je ne suis plus dans la haine, je ne suis plus dans la fureur, je ne suis plus dans le sentiment d'injustice. J'ai pardonné et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. Et tu penses que c'est la maladie qui t'a accompagné vers la quiétude de l'âme, ou c'était déjà avant? Point du tout, c'était avant. En fait, il se trouve que mes rapports avec ma mère étaient donc extrêmement conflictuels, puisqu'elle m'a abandonnée. Elle m'a repris à mes parents adoptifs plus tard. Et elle m'a plus ou moins abandonnée ensuite une 2e fois parce qu'elle a fait une énorme dépression nerveuse où elle m'a jetée à la poubelle avec l'eau. Comment dirais-je, disons que cette femme n'était pas faite pour être mère, voilà, et qu'il lui est arrivé le plus triste des aventures, c'est de faire l'amour une fois et de tomber enceinte. Ça, je trouve ça d'un dramatique sans nom, parce que faire l'amour c'est tellement merveilleux que ça ait une conclusion aussi triste et négative, c'est dommage. Mais moi je suis là et mon fils est là et cette descendance perdure. Oui. Et moi je suis plus là pour longtemps, mais il y a encore mon fils qui est là et qui est un beau témoin, qui est un beau témoin de cette vie. Et cette résilience, je l'ai eue grâce à mon mari, que j'ai rencontré il y a 10 ans. Et c'est grâce à lui que j'ai appris la résilience, oui. Oui, vraiment. C'est-à-dire qu'il a avancé main dans la main avec toi sur ce chemin, ou c'est parce que sa façon d'être au monde t'a inspiré tu vois, comment la résilience... Je pense que c'est global. Je pense que c'est tout un ensemble. C'est sa maman, Madeleine, qui était une sainte, qui était une vraie sainte. J'ai jamais rencontré une femme comme ça, d'une gentillesse, J'ai écrit une chanson pour elle qui s'appelle En toute dignité, parce qu'elle partait en EHPAD et que ça me faisait très très mal, et j'ai écrit un texte pour elle en une nuit. Le texte est venu en une nuit, et j'ai écrit ce texte et j'ai dit non, il fallait que c'est un hommage, c'est un honneur, c'était une que je parle à sa place. Ce qu'elle n'avait pas osé dire à ses enfants, mais qu'elle avait dit à ses aides-soignantes, qui me l'avaient répété. J'avais besoin de mettre cette confidence en chanson. Oui. Ah, ouais.
Oui, Voilà. l'essentiel de ton répertoire quand même, il y a quand même cette, comment dirait-on, cette particularité quand même de dénoncer, enfin en tout cas d'utiliser la Hein. musique comme aussi une manière de... De toute façon, la musique de manière générale, c'est ça. Mais chez toi, il y a ce truc d'aller déposer beaucoup la pensée. Et il y a Oui, quelque chose, voilà. oui, tout à fait. Il y a une de tes chansons que tu as écrite, on en parlait tout à l'heure, de Rêver, Rêver, oui, bien sûr. qui est fabuleuse, dans laquelle... pourquoi je raccroche les wagons, Il n'y on a pas de passe souci. de ta belle-mère à donc Madeleine, Mhm. à qui on adresse un grand hommage, paix à son âme. Et donc, ce que je disais, c'était que Rêver, il y a aussi ce truc-là, je l'entends en fait depuis tout à l'heure, ce truc de, de- oui, du dépôt de la parole à travers la musique. Je trouve ça, enfin, il y a c'est des témoignages presque de révolte ou d'indignation Mhm. que je trouve parfois dans tes chansons. Je trouve que c'est un peu ça que je Ah ressens. oui, oui, oui. Et donc, dans Rêver, j'en parle parce que j'aimerais qu'on l'écoute. Mhm. On va l'envoyer. Mais tu parles justement de tes amis que tu as rencontrés dans ta vie, qui t'ont beaucoup, beaucoup touché, qui étaient des exilés, Mhm. qui ont migré et qui étaient venus chercher une forme de terre d'accueil, Mhm. avec une facilitation dans la vie, voilà. Et en fait, qui dans le parcours ont vécu des horreurs, des Oui, humiliations, la mort, la rencontre de la mort parfois, voire même très souvent, oui. de manière presque abrupte, Mhm. soudaine, violente, et dont Rêver t'en parle beaucoup. Et voilà, ça me fait penser à cette signature que tu as dans Mhm. ta manière de parler. Tu chantes comme si tu plantes un décor, comme si Mhm. tu exposes ton indignation. Oui, tout à Donc fait. voilà, on écoute Rêver. Avec plaisir. Voilà. Depuis le temps que nous voguons sur ce vieux rafio fatigué, penses-tu qu'un jour nous verrons ce pourquoi j'ai tout laissé pour trouver cette terre promise, toutes ces vies qui se monétisent? J'espère ne pas avoir fait d'erreur, la mer et la mort me font peur. Rêver, ne pas pleurer au milieu de la mer. Rêver, ne pas craquer si loin de la terre. Rêver, je n'ai jamais cessé d'y croire. Rêver, je veux toujours garder l'espoir. J'ai quitté mon pays à la recherche de jours meilleurs. Mais pourtant jusqu'ici, je n'ai connu que les passeurs. Ils m'ont promis le paradis, une vie rêvée sans souci. Je n'ai connu que l'enfer, remettrai-je un jour le pied sur terre? Rêver, ne pas pleurer au milieu de la mer. Rêver, ne pas craquer si loin de la terre. Rêver, je n'ai jamais cessé d'y croire. Rêver, je veux toujours garder l'espoir. Ils m'ont pris tous mes papiers, mon argent et mon corps aussi. Mais je peux tout accepter si je rejoins enfin la vie. Loin de la guerre et des pilleurs, je ne sais plus ce que je fuis. Entre l'effroi et l'horreur, je ne peux qu'étouffer mes cris. Je ne sais plus ce qui m'a tué. Après que le passeur se soit tiré, la faim, la soif ou la violence, quelles étaient réellement mes chances? Nous étions tous à fleur de peau, ils ont fait de nous des animaux. Une étincelle pour exploser, fin du voyage, on a chaviré. Voilà, c'est ça, Rêver.
Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour lancer un appel à mes amis africains. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur la France, sur les États-Unis, sur le reste du monde où tout est merveilleux, tout est beau et facile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, en tant que métisse, je peux en attester pleinement. J'ai fait pratiquement le tour du monde. Là où on est bien, c'est avec sa famille, c'est chez soi et c'est en créant quelque chose. On croit, nous les Africains, ma partie africaine et tous mes amis africains quand je vais là-bas se disent « Oh, Sandy, elle veut se garder la part du gâteau pour elle toute seule. » Que nenni. Quand vous arrivez en France, sans papier, sans rien, eh ben, vous n'êtes rien. Il faut bien comprendre ça. Chez vous, vous êtes quelqu'un. Dans un pays étranger, vous n'êtes personne. Vous n'êtes rien. Et ça, c'est un message que je voudrais faire passer vraiment très très fort. Parce que combien de fois, et dans mes musiciens, j'en ai qui sont venus en France alors que je leur ai déconseillé et qui sont en train maintenant de faire les maçons. Donc, fini la basse, fini la guitare, parce que quand on a des doigts où on a balayé et on a pris des parpaings toute la journée, ben on n'a plus forcément envie de les mettre sur les cordes de guitare, voyez. J'ai des amis qui sont là et qui ne font rien et qui sont des super musiciens. Les musiciens, si vous avez l'occasion d'écouter mon disque, qui sont dessus, sont tous des musiciens béninois et ils sont tous fabuleux. Ils sont fabuleux parce qu'ils travaillent leur musique tous les jours, ils ont le temps. Quand ils sont en France, et j'en ai 2 qui sont là, et c'est à eux que je m'adresse, vous voyez, Sandy n'a pas voulu garder le gâteau pour elle toute seule, mais maintenant vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul parce que vous n'avez pas réussi à avoir vos papiers, vous n'avez pas réussi à vous intégrer dans la société. C'est très dur. C'est pas vous, vous n'êtes pas en faute, c'est comme ça. Moi, j'ai vécu dans le monde entier et j'ai eu le même problème partout. C'est un problème international. On est bien chez soi en créant quelque chose qu'on fait avec sa famille, avec ses amis, avec son entourage. Pensez à ça et au moins si cette interview, si cette émission a servi à lancer ce message, eh ben, je serais super contente. Moi, je connais très bien cette problématique-là. En étant franco-marocaine, en ayant eu une histoire à peu près similaire, enfin, du coup, avec mon papa. Et même encore maintenant, quand je vois mes cousins qui ont migré et qui disent qu'on part pour un Eldorado et qu'on arrive, et puis surtout, c'est que c'est des temporalités qui sont totalement différentes. Absolument. Des dynamiques de vie différentes, les cultures sont différentes, et le déracinement provoque chez tout le monde, tôt ou tard, un bouleversement, on va dire presque de l'âme, terrible, parce que le déracinement, il est fort, et parfois les gens sont un peu en déni au début, sont un peu dans l'euphorie du voyage, jusqu'au jour où ça revient, il y a le rappel J'ai la même chose en Afrique, c'est-à-dire que moi j'ai voulu m'installer au Bénin, avant de tomber malade. Avec mon mari, on avait ce projet-là, surtout moi d'ailleurs, de partir nous installer au Bénin, c'est-à-dire de faire l'inverse. Et ben c'est la même chose. Bien sûr. Hein, il ne faut pas croire, c'est pas parce que c'est la France ou que c'est les États-Unis. Une Française qui vient s'installer au Bénin, c'est difficile pour elle. C'est difficile parce qu'il y a la langue, il y a la culture, il y a les traditions, il y a tout ça. Et quand on arrive, on est rien non plus. On n'est rien. On n'est rien non plus. Hein, c'est pas seulement le rapport à l'Occident, c'est vraiment le rapport à un pays. Toi, tu vas venir là, ma chérie, parce que je sens que tu vas aboyer. Voilà, ça c'est mon chien, je vous le présente, elle s'appelle Choubi. Voilà, c'est les joies de l'interview. En plus, c'est chouette qu'elle soit avec nous. Ben voilà, allez, ça passe sur ma... Non, mais c'est ça, exactement. C'est pas l'histoire nécessairement de l'Occident, c'est le déracinement. C'est le déracinement, tout simplement. Repartir de zéro à un endroit où on n'est personne. Exactement. Et où en plus, on doit... prendre nos repères sont plus les mêmes. Exactement. La perte de repères est terrible. Ouais, non, mais carrément. C'est hyper important de faire passer ce message, je pense aussi, c'est très important. Et oui, parce qu'on croit toujours que... Sous-estime. Voilà, on sous-estime les difficultés, on se dit, moi, j'y arriverai. Il y en a qui y arrivent, attention, hein, je dis pas le contraire, mais à quel prix ? À quel prix ? À quel prix ? Mon fils habite à 12 000 km de moi, et pareil, à quel prix ? C'est ce qui se demande en ce moment.
C'est ça. Hein, et ça fait 10 ans qu'il vit aux États-Unis. Et ben c'est pareil, c'est pas l'Eldorado. Ouais, exactement. Voilà. Et tu parlais du Bénin, tu disais Ouais. justement la rencontre que tu as faite récemment avec le Bénin, Mhm. cet appel. Mhm. Cet appel de l'âme pour ce pays. Alors, cet Pourquoi appel de l'âme pour ce pays, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ah. En fait, il se trouve que lors du premier voyage que j'ai fait avec mon mari, d'agrément, un voyage d'agrément, on se dit, bah tiens, il aimait l'Afrique, moi aussi. Moi, j'étais dans une période où j'étais très, très appelée par l'Afrique. J'ai toujours été très appelée par J'allais l'Afrique. te poser la question, d'accord. Voilà, toujours. Hein. Moi, j'ai passé le plus clair de mon temps à essayer de rentrer en Afrique, justement, hein, de repartir en Afrique d'une manière ou d'une autre. Parce que je ne me sentais pas du tout dans mon élément en Occident. Et je me disais, bah, peut-être je vais trouver mieux en Afrique. Et donc, j'étais dans cette quête perpétuelle de l'Afrique. Mais je suis métisse. Et en étant métisse, moi je le sais, on a toujours cet appel pour la pour deuxième. Ouais. Pour la deuxième patrie. Or, la deuxième patrie n'est pas forcément notre patrie non plus. Exactement. Voilà. Hein, c'est ça l'inconfort du métis. L'inconfort du métissage. C'est qu'il est toujours en train de se chercher entre deux cultures, entre deux... Tout à fait. Deux cultures. Tout à fait. Alors, imagine que moi, bah, je fais partie d'une culture où mon père était français. 3 jours après, il était guinéen. Tu vois, il y a des choses géopolitiques qui font que voilà. C'est incroyable. Hein. Il faut le vivre. Voilà, on devient un peu schizophrène. Ouais, hein. schizophrénique. Voilà. Ouais. C'est schizophrénique, mais j'avoue. Hein. Voilà. Hein. Ouais. Voilà. Donc. Non, il n'empêche qu'il était quand même guinéen. Voilà. Et que du coup, tu pensais souvent, tu avais ce truc de vouloir aller en Afrique. Toujours, j'ai voulu rentrer en Afrique. Et on est donc tombé dans ce voyage où on a fait 10 jours au Bénin, qui se sont super bien passés. Et on voulait écouter de la musique africaine. Pendant 10 jours, on n'a pas entendu de musique africaine. Ah ouais ? Partout où on a été, c'était l'époque des fêtes. Hein, c'était l'époque de Noël. Et... Ah, t'entendais les Christmas songs ? Les Christmas songs. C'est pas vrai. Africains, voilà. Ah ouais. Alors, même pas. On entendait Maria Carré. Voilà. Ah ouais ? Ah oui, oui, bien sûr. Et donc, le dernier soir, quand même, on est à Cotonou, on se dit, on veut écouter de la musique, c'est pas possible, on veut écouter de la musique. Ouais. On lui dit, bah, écoutez, il n'y a rien d'ouvert, c'est dimanche soir, mais par contre, il y a un bar, là, quelque part, ça s'appelle le Sanctuary, et c'est un bar de rock, mais bon, les mecs qui jouent là-bas sont pas mal, etc. Mon mari me dit, écoute, moi j'ai envie d'écouter de la musique, on y va. Nous voilà partis au Sanctuary, et on arrive effectivement dans un bar un peu sombre, un peu machin. Et puis, moi, je vois deux papys à la basse, un blanc des cheveux juste au nombril, et un black, quand je dis papy, de mon âge, 65 ans. Ouais. Mais bon. Non, mais ils n'étaient pas tout jeunes. Voilà, en train de jouer All Blues à la basse. Ah, du blues. All Blues, Miles Davis, All Blues, dans un truc de rock. Ah ouais, moi j'ai dit, ça va, banco, on essaye, on rentre. Donc on rentre, et je vais voir le patron, j'ai dit, écoutez, je connais les paroles de All Blues, je peux me faire là avec les gens. Ce monsieur, le patron, qui s'avérera s'appeler Dominique, me dit, oh là là, vous attendez, vous ne me dérangez pas les anciens, moi, je veux bien que vous fassiez quelque chose avec les jeunes. Les jeunes arrivent, et là, il va les voir, il leur dit, bon, ce soir, il y a du monde qui veut chanter là dans la salle, il y a des gens qui veulent s'amuser. Alors, ce soir, on se lâche. Il fait venir un batteur connu dans le pays, très connu dans le pays. Tout le monde applaudit, tout le monde est comme des fous. Et puis, à la fin du morceau, du batteur, il se retourne, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, il se retourne vers moi et puis il fait... Le musicien, il leur dit, bon, alors là, vous avez une dame, là, qui a envie de chanter. On la laisse chanter, allez. Et je vois les musiciens qui sont atterrés, qui se disent, mais c'est quoi cette vieille là qui veut venir nous embêter Et je prends le micro, et je leur dis, vous connaissez Proud Mary? Ils me disent oui. Je dis, ok, on y va, Proud Mary en ré. Morceau de Creedence Clearwater Revival, qui a été repris par Tina Turner et Ike. Tu connais pas Proud Mary? Non. Ah, il faut que tu écoutes ça. Sois-en sûr. Et donc, je monte sur scène. Et là, ce qui a été merveilleux, c'est que j'ai commencé juste à murmurer dans le micro et les gens ont fait « Ah !»
Et là, je savais que j'avais gagné la salle. Et on a fait 7 minutes non-stop où j'ai enchaîné des morceaux, notamment 2 morceaux, Primary et Satisfaction, en les enchaînant sans les prévenir. Et ils ont suivi au doigt et à l'œil. Et là, quand je suis rentrée à l'hôtel le soir avec mon mari, je fais, tu vois, j'ai trouvé mes musiciens, mais il y a 6000 kilomètres qui nous séparent. C'est mort. Il me dit pas du tout, c'est pas mort. Je dis, comment ça, c'est pas mort? Il me dit, non, c'est pas mort. Il faut savoir que mon mari a travaillé pour une grosse société française dans l'aviation, donc nous avons des facilités pour prendre... pour voyager, voilà. Et ben, ça m'a permis de faire 2 albums au Bénin. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes musiciens. Magnifique. C'était extraordinaire. C'était une rencontre qui m'a fait revivre. Ouais. Parce que j'avais arrêté de composer depuis 20 ans et je me suis remise à composer. Voilà. Magnifique. Et les gens autour de moi ont commencé à dire « Oh, regarde !» Notamment une personne que je ne citerai pas qui a dit « Oh là là, elle se prend pour une star, elle va à 60 ans faire son comeback. » Je dis pas du tout, je suis là pour me faire plaisir. Moi, je fais juste faire un album pour me faire plaisir à mes enfants, pour me faire plaisir. Et ben, c'est avéré qu'on en a fait 2. Et qui sont, je trouve, tout au moins musicalement, d'une très belle qualité. Les musiciens sont vraiment extraordinaires. C'est que les arrangements déjà sur les arrangements sont extra. Ouais. Ils sont pour la plupart faits par un jeune béninois qui s'appelle Martial Hélé, que je salue bien fort, qui a un groupe actuellement de jazz. Je retrouverai le nom, mais il faut courir aller voir sur YouTube Martial Hélé. Je retrouverai le nom de son groupe. Et c'est vraiment génial. Super, on ira voir. Ouais. Et du coup, donc le Bénin, voilà, c'est comme ça que du coup, t'as tissé un lien particulier avec le Bénin. J'y étais tous les 3 mois. Ah ouais? Tous les 3 mois. D'accord, aussi tous régulièrement. Les 3 mois ou tous les 6 mois, j'y allais. Ben oui, on a fait 2 albums ensemble. Donc tu écrivais ici en France ou t'attendais d'être au Bénin? J'écrivais en France. Le 2e album, je l'ai coécrit avec un jeune Français qui fait du reggae. Qui s'appelle Nicolas Lambert, qui a des super textes, qui a vraiment des très très beaux textes, Nicolas. Et on a écrit, notamment dans cette maison, on a écrit justement 2-3 morceaux ensemble, où lui me trouvait des accords, moi je chantais la mélodie, il me trouvait des accords, et après on allait arranger avec Martial. Voilà. Super. Ouais. C'était une très belle aventure, pendant 10 ans. D'accord. Pendant 10 ans. Et pour revenir justement, parce qu'on parle de tout ça, et pour revenir à ta carrière, le fait que tu aies été choriste pendant très longtemps, parce que tu as été la choriste pendant presque 30 ans de Nicoletta. Tout à fait. Grande chanteuse. Grande chanteuse devant l'éternel. Ouais, grande chanteuse. Nicoletta, ça a été aussi une très belle rencontre parce que c'est une femme avec un fort caractère, mais qui a un cœur en or. Je crois que si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a fait bénéficier de ses contacts pour que je rencontre un oncologue, voilà, et que je des rendez-vous très vite. Et je pense que si je suis encore là aujourd'hui, merci Manico, je t'aime, c'est vraiment grâce à elle. Ouais. Et le fait d'être choriste, ça c'est encore autre chose. Moi j'adore. Je trouve que c'est 2 métiers différents. Choriste et chanteuse solo, c'est 2 choses différentes. C'est d'ailleurs le problème, c'est que souvent il y a beaucoup de chanteuses solistes qui, pour gagner leur vie, parce que malheureusement on en est tous là, deviennent choristes. Mais non, il faut savoir se mettre en arrière. Il faut savoir mettre en valeur l'artiste. C'est ça qui est très important quand on est choriste. Et moi j'ai eu la chance d'être chef de chœur de Nicole pendant près de 20 ans. Et ça a été les plus belles expériences de ma vie parce que l'artiste vous remet sa fragilité entre vos mains. Vous la dirigez, vous dirigez l'équipe, vous avez toute sa force et sa fragilité, elle le remet entre vos mains. Et elle dit, allez ma fille, on y va et on performe et tu m'aides à ce que
ce que tu diriges derrière me mette en valeur le plus possible. Et ça, c'est merveilleux. Avec grosse relation de confiance. Oui, mais Il y je a pense un que c'est truc, ça, être choriste. Je pense que c'est savoir Tu te mets au service se mettre au service de de quelqu'un. quelqu'un. Ah oui, c'est un Et grand on en sort apprentissage. grandi. Ouais, je Et vois. on en sort grandi. Oui, oui, je vois On très en bien. sort- je n'aurais pas pu recommencer mon métier de chanteuse si je n'avais pas été choriste pendant une vingtaine d'années avant. Ouais. Magnifique. Ouais. Ah, j'ai ressenti, j'arrive à comprendre ce Ah que ça oui, représentait en choriste, fait. moi j'ai Ah ouais. il y a beaucoup de filles qui disent ouais, choriste. Oui, parce non, que non, justement, c'est un vrai métier. de l'extérieur, quand on voit pas. Non, moi j'entends que c'est un vrai métier, mais de l'extérieur, on peut se dire, effectivement, bon, on s'en fout ce qu'on peut se dire, mais on peut se dire, tiens, c'est. Peut-être que la personne, elle est peut-être pas. Elle peut se sentir un peu Dévalorisé. dévalorisée, d'être au second plan. Et en fait, pas du tout. C'est l'apprentissage de. C'est l'inverse. Et j'ai rencontré beaucoup de chanteuses solistes, devenues choristes, qui étaient insupportables sur scène parce qu'elles essayaient de se mettre en avant. Alors que l'artiste était là, tu vois. Et ça, c'est... Non. Quand tu es choriste, tu dois rester derrière. Il y a un film qui n'a pas beaucoup marché parce que ça s'adressait vraiment à des musiciens qui s'appelait, je crois que c'était 20 Feet from Stardom, something like that, qui voulait dire 20 pas en arrière, avant la gloire. Et j'avais adoré ce film parce que justement, il montrait bien la vie des choristes. Toujours derrière, mais qui arrivent à faire des effets de voix qui vont parfaitement dans la ligne de la voix de l'artiste. Et c'est ça qui est magnifique, c'est quand on arrive à écrire des voix qui mettent en valeur le grain de l'artiste avec qui il travaille. Ouais, c'est comme si c'était l'arôme dans le gâteau, quoi. Exactement. Magnifique. Exactement. C'est sublime. Tout à fait. C'est magnifique. Ouais. Ok. Voilà. Alors, bon, on arrive un peu à la fin de cette interview. On doit mettre fin un peu à cette interview et avec beaucoup de regrets parce que je suis passionnée par ton histoire. Il y aurait tant de choses à dire. Bah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Si aujourd'hui tu devais retenir un peu les pépites de ton histoire, parce qu'on n'a pas parlé du fait que tu as quand même tourné dans un film avec Prince, que... J'étais danseuse dans un film avec danseuse. Prince. J'étais danseuse j'étais dans Under the Cherry Moon. Et je crois que la scène a été coupée au montage, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que la scène du ballet, parce que moi je ne l'ai jamais vue finalement de The Cherry Moon, et la plupart des scènes, beaucoup de scènes avaient été tournées à la Victorine justement. Donc ils avaient engagé la troupe de danse qui était à la Victorine pour performer dans le film. Voilà. Il y a ça. Il y a de 97 à 2003, tu étais avec Boney M. Donc tu étais quand même en lien direct avec Alors Bobby. jamais régulièrement, toujours des sauts de puce. D'accord. Mais voilà, beaucoup de soirées privées, beaucoup de choses comme ça. Ouais. Tu étais là. Oui, j'étais là. Voilà. Ouais, tu as eu 1000 vies. J'ai eu 1000 vies. On peut dire que t'es ces âmes qui sont venues et qui ont fait 1000 vies en une. Ouais. Voilà, avec cette soif toujours encore de vie et de revie et de vivre et de parcourir, et découvrir et de... Je ne sais pas si on va dire ça maintenant, mais oui. Disons que je remercie la vie. Je remercie vraiment la vie parce que la vie m'a donné énormément. Mais time is over. Time is over. Time is over. Et tu disais donc, si tu as une pépite que tu dois... Si tu avais une pépite un peu à... que tu dirais un truc, une expérience qui sort un peu du lot. Mais écoute, j'en ai trop. T'en as trop. J'en ai trop à raconter. Alors peut-être je garderai celle dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est le Bénin. Ma rencontre avec les musiciens du Bénin qui m'ont redonné la vie en tant que chanteuse. Comme un second souffle. Comme un second souffle. Voilà, ça serait peut-être ça ma pépite. Et la plus belle chose, ton enfant. Et la plus belle chose au monde, excusez-moi messieurs, dames, mais c'est quand même moi qui l'ai fait. C'est mon fils. Faire pleurer. C'est moi qui l'ai fait. C'est mon fils, Ta création. Oui, ma création, que j'aime à la folie de mon cœur d'amour de tout l'univers. C'est une phrase qu'on se disait tous les deux à chaque fois que je partais en voyage ou que je partais. Tu devais t'éloigner de lui. Je devais m'éloigner de lui. C'est lui qui avait... oui. Il me disait, maman, ne me quitte pas. Et il me disait toujours, je t'aime à la folie de mon cœur d'amour de tout l'univers. Et j'avais trouvé ça tellement beau que c'est resté.
Quand on s'appelle, on s'envoie des messages et on termine comme ça. Je t'aime à la folie. De mon cœur d'amour, de tout l'univers. Ça veut absolument rien dire. Oui, mais ça veut tout dire dans le cœur d'un enfant. Ça veut tout dire. Pour mon fils et moi, c'est énorme. Je ne sais pas comment t'exprimer la puissance de mon amour envers toi. C'est ça. Voilà. Magnifique. Magnifique. Merci pour ce partage infiniment d'être là. Enfin, merci de nous avoir réunis ce soir avec Joey, Robin, Lancelot, Odile, avec le petit chien, dans la Pinède, à la Cano. Écoute, si tu avais une sagesse à partager au monde avant que tout ça se termine, là, qu'on ferme les lumières, là, qu'on éteigne les lumières, est-ce qu'il y a une parole que tu penses que tu pourrais partager? Oh. Rêver. Rêver, toujours rêver, ne jamais cesser d'y croire. Ne jamais cesser d'y croire. Ne jamais cesser d'y croire. Rêver, je pense que c'est ce qui est le plus important. Puis dans le monde où on vit actuellement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais time is over, c'est que... Tu vois le décalage entre tout ce que... Voilà, c'est... Il a fallu malheureusement cette grave maladie pour que je comprenne quelle était... Enfin, que je comprenne, que je touche du doigt quelle était l'importance de la vie vraie, la vie au sens propre de la vie. Oui. Donc il faut rêver et y croire. Et la vie fait le reste. Merci. Merci à toi, Amina. J'ai un dernier truc à te dire. Moi, je te souhaite, pour ce passage dans la lumière, qui se passe dans la plus grande des paix, et je sais qu'il se passera dans la plus grande des paix. Amen. Amen, amen. Ça fait 6 mois que je le sens, que je le pressens, et je serai à tes côtés. Tu marques mon esprit. C'est gentil. T'es d'une grâce. T'es d'une grâce sans nom. Juste le bonheur d'être ensemble. Je remercie l'équipe, je remercie Lancelot, je remercie Robin, je remercie Petit Jo. Merci Robin, merci Jo. Merci Odile. Vous êtes top. Lancelot, tu as des photos magnifiques. Ah ouais. Vraiment. Robin aussi. Robin, vraiment, ton stoïcisme, j'adore. Ouais, hein? J'adore. C'est remarquable chez lui, ça. Et Jo, vraiment, t'as un sourire à tomber. Vraiment. Et puis t'es ravissante comme tout, ça fait plaisir. Et Amina, vraiment, tu mènes cette équipe avec brio. Et j'ai été très, très, très heureuse de vous recevoir chez moi. C'était magique. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et j'étais très heureuse de vous recevoir à la maison. Merci très heureuse. Oh, merci. Je te souhaite le meilleur. Et je viendrai vous chatouiller de là-haut. Oui. Quand vous ferez les idiots, si vous sentez l'oreille gauche qui gratte, c'est moi. J'espère vraiment qu'on va pouvoir sortir ces sons. Vraiment, j'y connais vraiment rien. Mais si on arrive à sortir ces sons, ce serait hyper bon. Parce que c'est un vrai bonheur de les écouter. Toutes ces musiques dont on n'a pas pu parler, Par amour, En toute dignité, c'était En toute dignité. Need Something Real. Voilà. Et là, j'aimerais juste qu'on termine sur une petite musique qui n'est pas une petite musique, qui est juste exceptionnelle. Pour ton départ de cette planète. Pour ta réunion avec le divin. Tu aimerais adresser un message d'amour à quelqu'un, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, qui a marqué ta vie, en tout cas sur ces 10 dernières années, qui a révolutionné ta vie en l'inscrivant dans un parcours de résilience. Donc ton mari. Mon mari, oui. Jacques. Et je me suis permise, j'espère que Edith Piaf me pardonnera, de changer 2-3 mots ou conjugaison à son texte magnifique de l'hymne à l'amour pour m'adresser à mon mari et lui dire au revoir. Voilà, j'aimerais beaucoup qu'il puisse écouter cette chanson. Je sais qu'il l'écoutera dans une situation particulière puisque ça sera, j'espère, la chanson qui accompagnera mon cercueil. Mais je voudrais lui dédier cette chanson parce que elle nous a tellement ressemblé. Voilà, je vous remercie tous ce soir d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir été à nos côtés, d'avoir suivi cet épisode. Voilà, aujourd'hui, je trouve que ce qui est chouette dans cet épisode, c'est que ça rappelle comme toujours la grâce de la vie,
les miracles de l'unicité, qu'on est tous les uns à côté des autres, qu'on vient se polir au contact les uns des autres et qu'on est d'une richesse immense. Voilà, je tiens à remercier vraiment très très fort Sandy Kelly de nous avoir invités et nous avoir sollicités. Au fur et à mesure du temps, je réalise à quel point chaque épisode va être très singulier eux aussi. Et voilà, cette rencontre est une rencontre de vie comme toutes et c'est un bonheur suprême d'être là. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur, que la lumière vous protège. N'oubliez jamais, love is the answer. À très bientôt pour un prochain épisode. On vous embrasse, on t'embrasse du plus profond de notre cœur. Ciao, ciao. Et on se quitte avec l'hymne à l'amour en pensant à Jacques. À Jacques, mon homme, ma vie. Le ciel bleu s'est effondré et la terre s'est écroulée. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde.